Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brooklyn, New York. 22h37. La pluie tombait fine et constante, comme une mélodie grise qui noyait les sons de la ville. Chaque goutte résonnait sur les bennes à ordures, sur les capots des voitures garées en ligne, sur les trottoirs éclatés de Crown Heights. L'air sentait le goudron trempé, la friture vieille d'un fast-food voisin et un soupçon âcre d'humidité urbaine. Les lampadaires, couverts de tags et de rouille, diffusaient une lumière fatiguée, orange et vacillante, comme s'ils hésitaient à rester allumés. Les ombres s'allongeaient, se brisaient sur les murs sales et les clôtures métalliques. On entendait au loin le crissement d'un train, le hurlement bref d'une sirène de police, puis le silence à nouveau. Dans une ruelle latérale, adossée à un mur tagué d'un ancien rip-tyrell à moitié effacé par le temps, Marcus Slim Dorset attendait. Le regard fuyant, les mains profondément enfouies dans les poches de son blouson noir trop léger pour la saison, il avait l'allure d'un jeune homme qui ne voulait pas qu'on le remarque, tout en espérant être vu. Slim n'avait que 19 ans, mais son regard portait déjà des années d'amertume. Un regard d'enfant qui avait appris à encaisser sans broncher. Vol à l'étalage, agression mineure, port d'armes illégales, le genre de parcours qui ne choque plus personne dans ce coin de Brooklyn. Mais Slim n'était pas méchant. Juste épuisé. Juste seul. Un gosse qui avait grandi avec un père qu'il n'avait jamais connu, une mère prisonnière de ses démons, et un grand frère Devon qui l'idolâtrait, jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour vol à main armée. Il ne croyait plus en grand-chose. Certainement pas en l'avenir. Ce soir, il avait besoin d'argent. Pas pour faire le malin. Juste pour respirer. Pour rembourser une dette à un type qui ne posait jamais deux fois la même question. Les billets devaient tomber ce soir, ou il finirait avec un genou brisé. Voire pire. Alors il scrutait les passants, les silhouettes pressées qui longeaient les avenues en évitant son regard. Trop rapide. Trop méfiante. Trop sûre d'elle. Et puis il l'a vue. Elle venait du coin de la 126e rue, sous un parapluie noir fermé qu'elle tenait comme une canne. Bland. La quarantaine, peut-être un peu plus. Habillée avec sobriété, un manteau gris, un jean foncé, des bottes plates. Pas de bijoux voyants, pas de téléphone à la main. Juste un sac à l'épaule, de cuir brun. Aucun signe extérieur de richesse, mais ce n'était pas ça qui comptait. C'était sa démarche. Elle ne marchait pas comme les autres. Elle ne courait pas. Elle ne regardait pas ses pieds. Elle avançait calmement, comme si cette ville n'avait aucun pouvoir sur elle. Slim la fixa plus longtemps. Pas de nervosité. Pas de peur. Il y avait dans sa façon de bouger quelque chose d'étrange, de posé. Mais pour lui, à cet instant, elle restait une opportunité. Une cible. Il s'est détaché du mur, a remonté sa capuche, a marché dans son sillage. La pluie collait ses baskets au sol. Il s'est approché sans courir, laissant ses pas s'enfoncer dans le silence de la ruelle. Hey lady. Donnez-moi ton sac. Elle s'est arrêtée. Net. Sans même sursauter. Son immobilité était presque inquiétante. Elle ne tourna pas la tête immédiatement. Elle attendit une seconde, comme si elle vérifiait quelque chose en elle-même. Puis elle pivota lentement. Elle le fixa. Droit dans les yeux. Ses cheveux blonds mouillés collaient à son front. Ses yeux étaient d'un bleu pâle presque métallique. Froid. Mais calmes. Trop calme. Elle n'avait pas peur. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle, d'une voix ni haute ni basse. Juste parfaitement contrôlée. Slim rit nerveusement, mais il sentit une étrange crispation lui parcourir la nuque. Cette femme n'avait rien d'une victime. Pourtant, il devait aller jusqu'au bout. « J'ai pas le temps pour les jeux. Donne-le-moi maintenant. » Il sortit un petit couteau de sa manche. Pas un modèle effrayant. Juste une lame fine, usée, qu'il utilisait pour menacer, pas blesser. Mais elle ne recula pas. Elle ne leva même pas les mains. Elle regarda la lame, puis lui. Avec une sorte de lassitude silencieuse. Et soudain, il ne comprit pas ce qui se passa ensuite. Son poignet fut saisi avec une force sèche, précise. Son bras tordu vers le sol, son épaule comprimée, sa hanche déséquilibrée, et l'instant d'après, il était à terre, plaqué, le visage contre l'asphalte trempé.
La lame avait volé dans une flaque d'eau. Le monde tournait. Il n'arrivait pas à respirer. Une pression ferme dans son dos le maintenait au sol. Une main gantée de cuir l'empêchait de bouger. Et une voix glaciale, à son oreille. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis le cauchemar de ceux qui pensent que je suis une proie. Elle s'appelait Catherine Monroe. Autrefois, on l'appelait simplement Capitaine Monroe. 15 ans dans les forces spéciales de l'armée américaine, a dirigé des unités dans les pires zones de conflit du globe. Irak. Afghanistan. Libye. Congo. Des lieux qu'elle avait appris à ne plus nommer, où elle avait vu le meilleur comme le pire de l'humanité. Opérations clandestines, infiltration de camps ennemis, extraction sous feu nourri. Catherine n'avait pas juste été une soldate. Elle avait été une ombre. Une arme précise. Un fantôme que même ses ennemis ne voyaient qu'une fois. Dans son unité, on la surnommait la chasseuse. Non pas pour sa cruauté, mais pour son efficacité clinique. Elle ne perdait jamais son sang-froid. Elle prenait des décisions dans le chaos avec la lucidité d'un chirurgien. Mais à force de survivre à l'enfer, on finit par le porter en soi. Catherine le savait. Elle était rentrée à New York il y a 3 ans, sans cérémonie, sans décoration visible, avec simplement un sac et ses cicatrices invisibles. Elle avait choisi Crown Heights, pas par hasard, mais parce qu'elle voulait rester proche de la réalité. De la vraie vie. Celle qui ne dépend pas d'un ordre militaire ou d'un hélicoptère d'extraction. Elle s'était installée dans un petit appartement au-dessus d'une salle de sport communautaire. Et c'est là qu'elle avait commencé sa nouvelle mission. Enseigner la self-défense à des femmes battues, des adolescentes harcelées, des mères traumatisées. Elle les aidait à se relever, à retrouver leurs jambes, leur voix, leur pouvoir. Mais son passé, elle n'en parlait jamais. Ni à ses élèves, ni à ses rares amis. Parce que son passé, il n'était jamais vraiment parti. Il dormait juste sous sa peau, prêt à ressurgir si nécessaire. Ce soir-là, alors qu'elle tenait Slim immobilisé au sol, elle sentit cette vieille tension familière remonter dans ses veines. Ce calme glacial. Cette capacité à tout analyser, la position de ses genoux, l'angle de torsion de son poignet, la respiration haletante du garçon sous elle. Elle aurait pu lui briser l'articulation. Elle aurait pu l'assommer sans effort. Elle avait appris à neutraliser un homme 2 fois plus fort qu'elle en 3 mouvements. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle relâcha lentement la pression. Retira sa main. Et fit un pas en arrière. Slim resta au sol, incrédule. Il s'attendait à une insulte, à un appel à la police, à un coup de pied pour l'humilier. Mais rien. Juste le son de la pluie. Elle lui tendit la main. Il hésita, puis la saisit. Sa paume était ferme, sèche malgré l'humidité. Une poigne d'acier. Il se releva maladroitement, secoua ses vêtements mouillés, et frotta son poignet douloureux. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une question plus large, plus profonde, comme un appel. Catherine le fixa. Son regard transperçait les couches de colère et de fierté du garçon, jusqu'à son noyau d'humanité abîmé. « Parce que j'ai vu ton regard, » répondit-elle lentement. « Tu ne voulais pas me tuer. Tu voulais survivre. » Il ne sut pas quoi dire. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui pouvait l'écraser, et choisir de l'épargner. Elle sortit quelque chose de la poche intérieure de son manteau. Une petite carte plastifiée, simple, sans fioriture. Elle la lui tendit. Il la prit, sans comprendre tout de suite. Sans trop pour jeune en difficulté. 212 East Quinto Street, Dimande C. Monroe. Catherine se redressa, prête à repartir dans la nuit. « Viens demain. À 10 heures. » Elle marqua une pause, son regard se durcissant. « Je ne te poursuivrai pas. Je ne parlerai pas de ce soir. Mais c'est ton unique chance. Si tu la laisses passer, je ne ferai plus rien pour toi. » Slim baissa les yeux vers la carte. Ses doigts tremblaient légèrement. Quand il releva la tête, elle s'éloignait déjà, silhouette droite et tranquille sous la pluie, disparaissant dans les ombres de la ville comme un souvenir trop beau pour être vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, Slim sentit autre chose que la peur ou la rage. Il sentit un spoir fragile. Infime.
Mère et elle. Slim n'a pas dormi cette nuit-là. Allongé sur le matelas grinçant de l'appartement miteux qu'il partageait avec 2 autres gars de son âge, il fixait le plafond fissuré, le bruit lointain des sirènes de Brooklyn vibrant dans ses tympans. Entre ses doigts, la carte donnée par Catherine. Elle semblait brûler doucement sa peau. Centrope pour jeunes en difficulté. Dimande C. Monroe. Il avait relu cette phrase au moins 50 fois. Il s'était retourné dans son lit, avait posé la carte sur la table, puis l'avait reprise. Il avait regardé l'heure, il avait soupiré, puis avait recommencé à lire. Il pensait à ce moment où elle aurait pu le livrer, le briser, l'écraser, mais ne l'avait pas fait. Et ça le perturbait plus que n'importe quel coup de poing. Elle l'avait vu. Vraiment vu. Au-delà de son blouson noir, de son regard dur, de son couteau mal aiguisé. Elle avait vu un gamin. Un gosse en colère, affamé, paumé. Et ça, il ne pouvait pas l'oublier. Le lendemain matin, les yeux rougis, Marcus Slim Dorsey poussa la porte du Centrope, un vieux bâtiment réaménagé avec des briques rouges et une peinture fraîche qui contrastait avec les trottoirs sales du quartier. Il hésita un instant sur le seuil, prêt à faire demi-tour, puis il entra. Catherine l'attendait. Elle ne sourit pas. ENL felicita Paz. Elle se contenta d'un hochement de tête, presque militaire. Viens. Tu commences aujourd'hui. Pendant des semaines, Slim suivit les cours sans parler. Il observait. Il encaissait. Il apprenait. Catherine ne lui faisait aucun traitement de faveur. Au contraire. Elle le poussait plus que les autres. Elle lui apprit la discipline, celle qui ne dépend pas d'un uniforme, mais de la volonté. Elle lui enseigna la maîtrise de soi, pas pour dominer, mais pour se libérer de la colère. Elle parla peu de son passé, mais dans chacun de ses gestes, il sentait la rigueur d'une vie forgée par le feu. Elle le confronta à lui-même. Dans une salle sans miroir, elle l'invita un jour à écrire ce qu'il ressentait. « T'es sûr que c'est ça, ton combat ?» lui demanda-t-elle. Et il craqua. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Paz d'Eray. De honte. De fatigue. Un jour, il a demandé. « Pourquoi tu m'as pas laissé dans la rue cette nuit-là ?» Et elle a simplement répondu. « Parce que tu me ressemblais. » Les mois passèrent. Slim, qui n'avait jamais fini un trimestre au lycée, commença à lire. À s'informer. À entraîner d'autres jeunes, plus paumés encore que lui. Il découvrit qu'il avait quelque chose à dire. Et surtout, que d'autres voulaient l'entendre. Il cessa de se faire appeler Slim. Il reprit son prénom. Marcus. Marcus Dorsey. 2 ans plus tard, il portait un t-shirt bleu foncé avec l'inscription instructeur adjoint Centrope. Il donnait des cours. Il parlait en public. Il accompagnait Catherine lors de sessions en prison juvénile. Un jour, devant un groupe de jeunes garçons fraîchement arrivés au centre, il raconta son histoire. Il ne cacha rien. Ni les vols. Ni le couteau. Ni la pluie ce soir-là. Et il termina comme il le faisait toujours désormais, la voix grave mais calme. J'ai cru que j'attaquais une femme faible. En fait, j'ai rencontré un soldat. Pas un soldat de guerre, mais un soldat de paix. Et elle m'a sauvé la vie, sans jamais tirer une balle. Le silence qui suivait ces mots était toujours le même. Respectueux. Tense. Comme si chacun comprenait que derrière ce récit, il y avait une vérité. On peut briser une chaîne de violence, sans violence. Et dans le fond de la salle, Catherine Monroe écoutait, bras croisés, les yeux légèrement plissés, une fierté discrète dans le regard. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Mais elle avait fait ce que les soldats les plus courageux font. Elle avait choisi de reconstruire.